Les Anneaux de la mémoire, une histoire des esclavages. Nous retrouvons pour cette nouvelle émission Bernard Michon, maître de conférence en histoire à l'Université de Nantes et membre du CRHIA. Et nous accueillons également aujourd'hui Anne-Sophie Coudray. Bonjour. Bonjour. Bernard, je vous laisse présenter notre invitée. Anne-Sophie Coudray est étudiante en histoire. Elle prépare actuellement un mémoire de Master 2 recherche à l'Université de Nantes sous la direction d'Antonio de Almeida Mendes. En 2016, elle a soutenu un mémoire de Master 1 recherche sur les fuites d'esclaves en Virginie du milieu du XVIIIe au milieu du XIXe siècle, également sous la direction d'Antonio de Almeida Mendes. Rappelons que la Virginie est l'un des principaux États esclavagistes, d'abord des colonies anglaises de l'Amérique du Nord, puis des États-Unis, avec Richmond comme capitale. D'après les chiffres extraits des travaux de l'historien américain Peter Colchin, les esclaves présents en Virginie sont environ 300 000 en 1790 et près de 500 000 en 1860. Merci Bernard pour ces précisions. Alors on a consacré 2 émissions au récit d'esclaves avec la participation de Claire Parfait. Et aujourd'hui on poursuit notre discussion avec vous, Anne-Sophie Coudray, sur le thème de l'esclavage aux États-Unis en nous intéressant aux fuites d'esclaves. Alors ma première question d'abord, comment vous êtes venue à ce sujet de recherche? Qu'est-ce qui vous a intéressé dans cette thématique? Alors en fait, lors de mon dernier semestre de licence d'histoire que j'ai effectué à l'Université Royal Holloway de Londres, j'ai assisté à un cours portant sur l'abolitionnisme britannique au XVIIIe siècle, avec notamment l'étude de Oloda Equiano, plus connu sous le nom de Gustav Vassa, un esclave affranchi qui devint l'une des figures les plus actives de la lutte abolitionniste au Royaume-Uni. D'ailleurs, il publia en 1789 une autobiographie qui fut un véritable best-seller dès sa sortie. Et ce fut la première autobiographie que je lus. À mon retour en France, j'ai évoqué mon souhait à mon directeur de recherche, Antonio de Almeida Mendes, ma volonté d'étudier les questions relatives à l'esclavage dans l'Empire britannique. Et il me conseilla d'orienter mon sujet vers l'esclavage nord-américain, qui est peu étudié en France et qui comporte de plus multiples facettes en fonction des régions des États-Unis. Et pourquoi sur les fuites d'esclaves en particulier? Parce qu'en fait, les récits d'esclaves sont des récits qui sont écrits par des fugitifs et ils ont réussi à s'échapper de leurs conditions. C'est la raison pour laquelle, lorsque je lus ces récits d'esclaves, je décidai de m'intéresser. D'accord. Et sur quelles sources, quelles archives vous avez utilisées pour construire vos travaux de recherche? Alors d'abord, les archives que j'ai utilisées, ce sont 3 autobiographies d'anciens esclaves, tous nés en Virginie. La plus ancienne est celle de William Grimm, publiée en 1825 à New York et qui figure comme la première autobiographie écrite de la main d'un ancien esclave né sur le sol américain. C'est un esclave qui est né en 1784 de l'union d'un riche planteur virginien et d'une domestique. Il connut environ 10 mètres et c'est lors d'un voyage aux Bermudes qu'il en profite pour s'échapper. Finalement, il décide de s'installer dans le Connecticut où il devient barbier. Et parce qu'il craint une recapture, ce dernier vend sa maison et tout ce qu'il a acquis durant sa vie afin de racheter sa propre liberté. L'autre récit d'esclaves que j'ai étudié dans le cadre de ce mémoire est celui de Francis Frederick, publié en 1863 à Londres. Et enfin, la dernière autobiographie d'ancien esclave est celle d'une femme, Bethany Veney, une domestique, qui fut publiée en 1889 à Boston. Donc vous êtes d'abord inspiré des récits d'esclaves pour travailler. Exactement. Et je m'appuie également, l'autre source majeure, ce sont des échantillons d'annonces de fuite qui sont au nombre de 35, parus dans la Virginia Gazette, allant de la période 1750 à 1800. Donc des annonces faites par les planteurs pour rechercher leurs esclaves fugitifs. Exactement. Est-ce que vous avez par exemple un extrait à nous lire? Oui, bien sûr. Alors, j'ai notamment l'annonce d'un planteur qui publie la fuite de son esclave le 23 novembre 1770. Alors, je vais vous la lire. S'est enfui de chez ce propriétaire le lundi 19 novembre un nègre nommé Franck, mesurant 1,65 m, environ 25 ans. Il a la peau claire, il a une cicatrice à sa joue droite et une blessure à la cuisse. Il a pris avec lui divers vêtements, dont un vieux manteau vert et des culottes, un pantalon bleu et une veste virginienne blanche, une vieille veste bleue et une autre vieille veste, une paire de culottes en daim. Il s'était enfui 2 fois avant cela et s'est toujours rendu sur des navires ou autres en travaillant comme homme libre.
Je pense qu'il a pour intention de sortir du pays s'il le peut. Cependant, je mets en garde tous les maîtres, capitaines ou autres de ne pas employer cet esclave ou de l'aider à fuir la Virginie, à leur propre risque et péril. Il a une femme parmi les Indiens à Indiantown, près du fleuve Pamunkey, et peut possiblement s'y rendre. Quiconque me rapportera cet esclave, si capturé dans cette colonie, recevra la récompense de 5 pounds, et en dehors de la Virginie recevra 10 pounds. Et cette annonce est signée du propriétaire, appelé David Scott. Alors on le remarque, Anne-Sophie Coudray, ces annonces sont extrêmement descriptives. Oui, effectivement, et de plus, une annonce se décline toujours de la même façon. On remarque d'abord la présence d'une description physique précise de l'esclave, des informations relatives aux modalités de sa fuite, le montant de la récompense offerte à celui qui capture le fugitif, ainsi que le nom de la personne qui a placé l'annonce, aussi appelé le subscriber en anglais. Vous écoutez Les Anneaux de la Mémoire, une histoire des esclavages. Je suis avec Bernard Michon et Anne-Sophie Coudray. Nous avons déjà évoqué précédemment, en particulier avec Claire Parfait, la particularité du territoire des États-Unis, puisqu'il y a une continuité territoriale entre des États esclavagistes et d'autres où l'esclavage est aboli. Alors, pouvez-vous nous situer la Virginie, l'État sur lequel vous avez travaillé dans ces États-Unis ? La Virginie est d'abord l'un des 13 États fondateurs. Il se trouve à l'est des États-Unis. Il est frontalier de l'État du Maryland, de la Pennsylvanie à son nord. À l'ouest se trouve le Kentucky, l'Ohio. Et au sud, il est frontalier de la Caroline du Nord et de l'État du Tennessee. Alors, par rapport à la ligne, justement, d'abolition, finalement. Alors, on peut dire que cet État est considéré comme faisant partie du Haut-Sud, de l'Upper South, où l'esclavage est sur le point d'être aboli. Je pense notamment au Maryland et au Kentucky, où il est de plus en plus critiqué. Mais il se trouve aussi non loin des États du Nord, dont le New Jersey, par exemple, ou le Massachusetts, où l'esclavage est aboli depuis environ les années 1785. Donc ça veut dire que pour un esclave de Virginie, le fait de se diriger vers le nord, c'est une possibilité de trouver la liberté, j'allais dire, relativement proche. Exactement. En fait, la proximité de ces États libres rendait plus accessibles ces destinations. Et de fait que cette proximité et de cette abolition, est-ce qu'il y a eu des périodes qui ont été marquées par une augmentation des fuites d'esclaves ? Alors oui, il y en a eu plusieurs. L'événement le plus emblématique de ce fait se déroula sans doute lors de la guerre d'indépendance américaine. On sait que c'est un conflit armé qui opposa les 13 colonies anglaises d'Amérique du Nord, mais cependant on évoque peu la présence de ces esclaves fugitifs qui combattirent pour la cause britannique. Effectivement, les besoins en effectifs durant cette période de guerre étaient si grands que les Noirs, esclaves ou libres, participèrent à la guerre. Et en fait, en 1775, alors que les armées royales sont quelque peu fragilisées, le dernier gouverneur royal de Virginie, le comte John Murray Dunmore, déclare par édit royal, je cite, que tous les esclaves et personnes travaillant en servitude seront libres s'ils souhaitent et sont capables de prendre les armes et de rejoindre les troupes de Sa Majesté. En fait, c'est une proclamation qui offre la liberté aux esclaves appartenant au camp adverse et donc aux ennemis de la couronne. Et ces promesses d'affranchissement furent évidemment véhiculées jusque dans les plantations virginiennes et même au dehors. De nombreux avis de fuite témoignent d'ailleurs de cette connaissance de ces promesses du Lord Dunmore. D'ailleurs, j'ai retrouvé dans les annonces que j'ai étudiées l'une d'elles évoquant la fuite d'un esclave appelé Charles, soupçonné par son propriétaire de, je cite, « se rendre chez Lord Dunmore motivé par une résolution déterminée d'obtenir sa liberté, comme il en a été convaincu en fuyant chez Lord Dunmore ». Cependant, je tiens aussi à préciser que cet événement, la guerre d'indépendance, effectivement a favorisé les fuites d'esclaves, mais en fait, toutes les périodes insurrectionnelles ou de conflits civils étaient des périodes propices aux évasions d'esclaves. Je pense par ailleurs au soulèvement d'Indiens qui a eu lieu en Virginie entre 1763 et 1764, qui était rejoint par des communautés de marrons, par exemple. Et le terme de fuite d'esclaves, est-ce qu'il peut renvoyer à des réalités différentes, les fuites définitives, temporaires, comment... Effectivement, en fait, le terme de fuite d'esclaves peut renvoyer, comme vous le dites,
très bien, à des réalités différentes. Les fuites peuvent être individuelles, collectives, mais on les différencie surtout par leur caractère définitif ou temporaire. Pour ces deux processus de fuite, les motifs apparaissent en tout cas similaires. Alors, cela pouvait être des disputes, des violences, des séparations familiales imminentes, causées par des ventes dans le bas sud notamment, ou une volonté d'être libre. Mais en tout cas, la principale différence réside dans le fait que les fuites temporaires résultent souvent d'une impulsion, d'un élément déclencheur qui pousse les esclaves à s'enfuir, et le plus souvent sans préparation ni planification élaborée. Et surtout, ces fuites temporaires sont caractérisées par une volonté de revenir sur la plantation. Je pense d'ailleurs à l'historienne Stéphanie Camp, spécialiste de ces questions, qui évoque, pour désigner ce concept-là, le terme de pull forces, qui évoque en français l'idée d'un retrait, d'un souhait de revenir sur les plantations. Donc ce sont des retours en arrière qui pouvaient être relatifs à des reconnexions intensives avec les proches et les familles des esclaves. Et c'est donc en ce dernier concept que réside la principale différence avec les fuites dites de fugitifs ou permanentes. Puisque dans le cas de ces dernières, et si ce n'est psychologique, il n'y a pas eu de rétraction physique évidente, puisqu'en fait les fugitifs runaways ou fugitives en anglais étaient déterminés à rejoindre le nord, quoi qu'il arrive. Anne-Sophie Coudray, merci. Nous allons poursuivre la semaine prochaine notre discussion sur les fuites d'esclaves aux États-Unis. Bernard Michon, merci. Merci aux auditeurs qui nous suivent et à la semaine prochaine. C'était Les Anneaux de la Mémoire, une histoire des esclavages. Cette émission vous a été présentée par Barbara Chiron de l'association Les Anneaux de la Mémoire, avec à la technique José Pasquale.